Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, cette 7e émission. Bonsoir Audrey, bonsoir Yannick. Bonsoir, bonsoir Bonsoir Sophie, Sophie, bonsoir bonsoir Yannick. Audrey. Cette émission sera consacrée à Rennes-le-Château et à la Bessonnière. Alors, Rennes-le-Château ne serait pas Rennes-le-Château sans la Bessonnière et sans Yannick Thomasine aussi. Et sans Yannick Thomasine, il est un peu plus spécialisé que nous, il est là pour nous en parler mieux que nous. C'est un vrai passionné, donc on est ravis de te rencontrer. Tu vas nous parler Merci de toi. beaucoup pour l'invitation. Eh ben, je t'en prie, avec grand plaisir. On sait à quel point tu es passionné. On a suivi ton aventure et on continuera de suivre. On peut te retrouver sur la chaîne des chercheurs que tu as lancée il n'y a pas si longtemps, qui a déjà pas mal de succès. C'est Donc, je vous très invite gentil, oui, vraiment tout à à y fait. voir. On va vous mettre le petit lien. Audrey, je te laisse la main. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission, la 7e. Donc on disait avec Yannick tout à l'heure que le 7, c'est le chiffre de l'étude, c'est un chiffre très spirituel. Et donc c'était un chiffre qui lui convenait parfaitement puisqu'il va aujourd'hui nous permettre de grandir dans cet aspect spirituel de l'église de Rennes-le-Château. Nous raconter cette histoire qui est assez fascinante d'un prêtre qui arrive au milieu de nulle part et qui arrive à créer au fil du temps un certain mystère. Donc voilà, d'abord je voulais présenter Yannick, qui est passionné d'histoire, chercheur dans les mystères de Rennes-le-Château depuis plus de 15 ans maintenant. Et il est monteur vidéo de profession. Et bien entendu, on vous mettra son lien YouTube. Donc, en tout cas, on est très heureux de t'accueillir ce soir. Bonsoir Yannick. Le plaisir est partagé, merci à vous. Alors, est-ce que tu peux nous situer un petit peu cette histoire à Rennes-le-Château? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait ce déroulement de ce grand mystère que tout le monde meurt d'envie de connaître donc, ce soir? Rennes-le-Château, c'est vrai que ça aurait pu être une histoire qui aurait pu rapidement tomber dans l'oubli par plusieurs choses. Et c'est vraiment quelque chose qui est fascinant parce que c'est plusieurs petits rebondissements qui ont fait que cette histoire aujourd'hui est devenue internationale et connue dans énormément de pays. Si on veut commencer cette histoire, moi j'aime bien la commencer par une date symbolique qui est c'est fin des années 1940. On va pas commencer cette histoire à l'arrivée de la Bessonnière, mais on va dire 30 ou 40 ans après sa mort. On est en 1940 et on a une petite famille qui s'appelle la famille Corbu, qui va s'installer dans un village non loin de Rennes-le-Château, qui va être connu bien des années après pour un autre mystère, qui est le village de Bugarache. Et cette famille donc va s'installer, donc les parents avec les 2 enfants, et cette famille est en recherche d'une propriété à acheter. Et on va dire le sort ou peut-être la magie va mettre que l'instituteur du village de Bugarache est l'ancien instituteur de Rennes-le-Château. Et un jour, ils vont discuter, il va lui dire: «Mais si vous cherchez une propriété à acheter, je vous conseille d'aller dans le village, qui se trouve à peu près à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau et vous allez trouver tout au fond de ce village une super propriété qui est à la main d'une petite dame très âgée et qui pourrait peut-être, on ne sait jamais, vous vendre le domaine si elle est intéressée». Et donc, un jour, alors il semblerait que ce soit un dimanche après-midi, toute la famille va monter dans ce petit village de Rennes-le-Château. Alors, pour les gens qui ne situent pas du tout, on se trouve à peu près à 1 heure au sud de Carcassonne, dans ce qu'on appelle la haute vallée de l'Aude. Rennes-le-Château, c'est un village qui est perché sur une petite colline. Alors aujourd'hui, on n'est même pas à 30 habitants pour on va dire une centaine de maisons. En 1950, c'est un village qui est totalement désert, c'est uniquement des paysans qui y habitent. C'est un village qui est extrêmement pauvre et totalement coupé du monde. Pour vous imaginer, pour aller à Rennes-le-Château, c'est une seule et unique route qui monte en serpent et qui va arriver au bout du village. Ça va pas plus loin. Quand vous montez à Rennes-le-Château, vous allez à Rennes-le-Château. Vous ne passez pas par Rennes-le-Château. Donc c'est vraiment un endroit, si vous y allez, c'est que vous avez quelque chose à y faire là-bas. Et donc cette petite famille monte, on est donc fin des années 40, et va visiter ce village et tomber au fond sur effectivement, ce domaine qui est quand même très bizarre parce qu'il est assez grand et on va dire somptueux pour ce village qui est vraiment très pauvre. Et donc, ils vont commencer à demander l'autorisation de pouvoir pique-niquer à l'intérieur de ce parc et ils vont rencontrer cette fameuse petite dame qui est propriétaire des lieux.
Sa dame, elle s'appelle Marie Desnarnaud. Et on apprendra plus tard que cette dame était en fait la servante, ce qu'on appelle vulgairement la bonne du curé, de ce fameux Béranger Saunière. Et donc cette famille va revenir comme ça, petit à petit, chaque dimanche, et vont vraiment commencer à sympathiser avec Marie Desnarnaud. Et de fil en aiguille, de mois en mois, alors l'histoire, on la connaît pas vraiment parce qu'elle remonte un petit peu et que les protagonistes aujourd'hui ont disparu. Mais il semblerait que petit à petit, au fur et à mesure, ils aient pris confiance, ils aient fait ami-ami. Et un jour, Marie Desnarnaud décide de faire de Noël Corbu, pardon, son légataire universel. Donc à la mort en fait, en viager, pour faire beaucoup plus simple, elle va lui vendre le domaine en viager. Et à la mort de Marie Desnarnaud, il va pouvoir hériter de tout le domaine. Et donc, à la signature de cet acte, toute la famille va venir s'installer dans le domaine. Là, on se trouve à peu près au milieu, on est au début des années 1950. Donc, on a les parents, les 2 enfants, les 2 oncles et les grands-parents qui viennent s'installer dans le domaine. Chose qui est assez bizarre, quand on parle de domaine, donc on vous parle d'une villa à 2 étages, on vous parle d'un parc avec un belvédère, avec une tour néo-gothique, avec une tour de verre qui servait de verrière pour les plantes exotiques, d'un potager en face et du presbytère. Chose qui est assez bizarre, c'est que la famille va s'installer donc à l'intérieur de la villa avec toute la petite famille et la bonne a toujours vécu au presbytère et ne voudra jamais habiter avec eux. Elle restera dans ce petit presbytère. Alors, pour ceux qui connaissent les lieux, c'est une toute petite maison qui est vraiment coincée entre la villa et l'église. C'est tout petit, c'est austère, c'est humide, c'est froid, c'est tout ce que vous voulez. Et quand vous voyez en face d'elle qu'elle était propriétaire d'une villa de 2 étages somptueuse avec, on va dire, les dernières modernités, c'était quand même une chose déjà assez bizarre. Donc elle a toujours continué à vivre dans le presbytère. Petit à petit, le propriétaire, donc Noël Corbu, va quand même avoir la puce à l'oreille et au bout d'un moment, il va quand même se demander, comment un curé, un tout petit curé de campagne, a-t-il pu financer l'ensemble de ce domaine? C'est quand même assez compréhensible qu'on voit vraiment inattendu, comme je le répète, par rapport au village. C'est vraiment, dans un ancien livre d'une personne qui avait visité le domaine, il parlait d'un oasis au milieu du désert. C'était Thomas ça. Faut s'imaginer, pardon, des toutes petites maisons, des toutes petites rues, et au bout de ce village, vous avez ce grand domaine-là. On fait Oui, effectivement, ça peut poser quand même pas mal de questions. Donc, et puis pardon, excuse-moi Yannick, oui, et vas-y, puis vas-y. il faut dire aussi que quand tu arrives à Rennes-le-Château, la structure du bâtiment est quand même assez particulière et on ne la retrouve absolument pas partout. Avec Sophie, on a l'habitude de visiter des églises et tout ça parce que ça nous appelle, mais quand tu arrives à Rennes-le-Château, c'est quand même loin d'être une église classique, hein. Donc, ce personnage qui a repris donc le château. Enfin cette église qui ressemble d'ailleurs à un château, euh, qui est assez particulière, qui a une certaine énergie. Elle peut aussi appeler certaines âmes qui sont habitées pour comment dire, et être interpellées par son architecture en tout cas. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça, on pourrait y revenir. C'est que l'architecture de l'église est assez particulière. Aujourd'hui, c'est une église, mais il fallait savoir qu'à l'époque de sa construction, c'est en fait une chapelle seigneuriale qui était très certainement accolée au premier château qui était construit. euh, on n'a pas encore la date, mais on imagine aux alentours de 1100, 1200. Et le peu d'études qui a pu être fait sur lui, on imagine que ce château à l'époque était à l'emplacement actuel du domaine avec la tour, le parc et le belvédère. Et donc, on imagine qu'en fait, la continuité de l'église était la chapelle seigneuriale de ce château. Mais quand Noël Corbu, juste pour la précision, quand Noël Corbu a récupéré le domaine, il n'a pas récupéré l'église. L'église est dans le giron municipal et lui, il a juste récupéré le presbytère qui était accolé à l'église, mais il n'était pas, entre guillemets, propriétaire de l'église. Ça restait quand même dans le domaine, je pense, de l'État toujours, depuis la loi de 1905. Donc, il va récupérer ce domaine et il va commencer à questionner les villageois. Et tous les villageois qui vont lui répondre vont lui dire, ben, c'est un curé qui a trouvé un trésor. Donc forcément, quand on vous dit ça, imaginez quand vous arrivez, que vous voyez tout ce domaine-là, vous dites, ben, quand même, s'il a trouvé un trésor, c'est quand même assez particulier dans un petit village qu'on vous dit perdu au bout de nulle part. Et là, on va rentrer dans ce qu'on va dire un petit peu la première magie de Rennes-le-Château.
C'est que selon le témoignage donc même du propriétaire Noël Corbu, il semblerait qu'un soir, devant quelques difficultés financières, c'était un petit peu un entrepreneur, il avait 2-3 entreprises, il essayait de monter un petit peu des business à droite à gauche qui ne marchaient pas vraiment. Il semblerait qu'un soir, il se soit un petit peu confié à Marie Desnarnaud sur ses difficultés, et Marie Desnarnaud lui aurait dit cette phrase qui est très très connue des chercheurs et qui encore aujourd'hui continue d'alimenter beaucoup de choses. Marie lui aurait dit, ne vous en faites pas mon beau Noël, un jour je vous dirai un secret qui fera de vous un homme riche. Donc imaginez, vous entendez cette phrase additionnée à l'abbé a trouvé un trésor, vous pouvez rapidement faire le lien. Donc il semblerait que... Oui, pardon. J'ai même 2 phrases, je crois, que Marie leur aurait dit. C'est: vous ne savez même pas que vous marchez sur de l'or sans le savoir. Et avec ce que le curé a laissé, on pourrait faire vivre le village pendant au moins 100 ans. Exactement. Alors ça, c'est le deuxième témoignage qu'elle aurait dit un petit peu plus tôt, qu'elle disait de temps en temps aux villageois. Donc on est à la période entre la mort de l'abbé Saunière et l'arrivée de Noël Corbu, donc c'est à peu près 20 ou 30 ans. Et à plusieurs reprises, elle aurait dit ça aux villageois, selon les témoignages des villageois de l'époque. Vous marchez sur de l'or qui pourrait faire vivre le village pendant 100 ans, qu'il en resterait encore. Donc vous voyez qu'il y avait toujours ces petits, on va dire, pas légendaires, mais c'était les ragots et les choses qu'on pouvait dire sur l'abbé Saunière. Donc forcément, vous êtes nouveau propriétaire, vous arrivez là-dedans, vous dites, ben oui, il y a un trésor, les gens marchent encore dessus, ils doivent forcément en rester. Et donc on part, c'est vraiment la première fois qu'on va parler d'une piste trésoraire sur l'histoire de Rennes-le-Château. Marie Desnarnaud va décéder en 1953, la famille Corbu donc devient officiellement propriétaire de tout le domaine. Et quelques années plus tard, Noël Corbu va décider, pour continuer le business, de faire un hôtel-restaurant à l'intérieur du domaine. Le lieu, il est magnifique, la vue, elle est somptueuse. Il se dit, là, j'ai vraiment quelque chose à faire. Je vais faire venir les gens, je vais faire un petit restaurant et un hôtel. Ça va marcher. Sauf, comme je vous ai dit, on est en 1950. Rennes-le-Château, c'est connu de nulle part. Même les villages aux alentours, je suis certain qu'il y en a... Personne n'avait entendu parler de ce village. Donc, il faut faire venir les personnes. Et il va avoir l'idée qui, aujourd'hui, est une idée vraiment de génie, parce que vraiment, s'il n'aurait pas lancé cette idée, on ne serait pas là ce soir en train de discuter de cette affaire-là. Il va commencer à parler aux gens de cette histoire de trésor. Et il va commencer donc à accueillir les gens au restaurant, il va tourner de table en table et raconter l'histoire de la Bessonnière. Alors, l'histoire qu'il va raconter, aujourd'hui, grâce à des chercheurs qui l'ont entendu, on a pu avoir le récit qu'il racontait. On va dire que c'est extrêmement enjolivé. On va parler, ça va être le premier qui va lancer le fameux curé au milliard. En fait, on imagine qu'à la mort de l'abbé Saunière de Marie Desnarnaud, ça va être la personne qui va récupérer tous les documents personnels de l'abbé qu'avait gardé Marie Desnarnaud depuis sa mort. Donc, quand on parle des domaines, on va parler des carnets de comptes, des carnets de correspondance, toutes les lettres, les enveloppes, les factures du domaine. Tout ça est en possession de Noël Corbu. Donc, je pense qu'il a pu avoir un petit peu une vision sur tout ce qu'avait pu faire l'abbé Saunière. À partir de là, il allait chercher également les légendes qu'on pouvait raconter un petit peu à droite à gauche sur de possibles trésors dans la région. Et on a, dans un livre qui doit dater de 1820 ou 1830, on a une légende trésoraire persistante qui serait juste à côté de Rennes-le-Château, il y a un endroit qui s'appelle Blanchefort, qui appartenait il y a très longtemps à la reine Blanche de Castille. Et la légende dit que lorsque Saint-Louis, donc son fils, serait parti à la croisade, elle aurait déplacé tout le trésor royal de Paris pour le mettre en sécurité, qu'elle aurait mis en sécurité quelque part et que personne n'a jamais retrouvé ce trésor royal. Donc, Noël Corbu va prendre cette légende régionale et va expliquer donc aux gens que l'abbé Saunière a découvert le trésor de Blanche de Castille et que c'est un trésor qu'il estimait entre 2 et 3 milliards de francs or de l'époque. À l'époque, c'était énorme. C'était énorme. Hein. Même aujourd'hui, 3 milliards de francs or, c'est la caverne d'Ali Baba, c'est Aladdin. Et il faut toujours imaginer de se dire qu'il y a une légende qui dit qu'il en resterait encore et que les gens marchent dessus sans le savoir. Donc, quand vous commencez à raconter ça à droite à gauche, ça commence à faire boule de neige, de plus en plus de gens vont arriver, et là, on va avoir ce qu'on va appeler les premiers chercheurs de trésors officiels qui vont venir. Ils vont entendre parler de ça, ils vont commencer à prendre les pioches et les pelles, ils vont commencer à creuser, mais là, c'est vraiment gentil. On parle d'une vingtaine de personnes qui viennent de temps en temps le week-end pour essayer de chercher un petit peu autour du village.
Un jour, il y a 2 journalistes, du quotidien L'Indépendant, qui est le gros quotidien régional de l'époque, qui viennent manger. Ils entendent cette histoire, ils trouvent ça fabuleux et ils décident d'écrire un article. L'histoire, elle est tellement pour eux fantastique qu'ils vont faire un article sur 3 jours. C'est-à-dire sur 3 jours consécutifs, ils vont faire une page entière qui va parler de l'histoire de la Bessonnière. Et on a la fameuse page qui est très connue de tous les chercheurs qui marque: d'un coup de pioche dans le maître-autel, la Bessonnière met à jour le fabuleux trésor de Blanche de Castille. Et là, à partir de là, ça va commencer à vraiment avoir un écho régional. Et là, vraiment, le village va vraiment exploser en termes de chercheurs. Les gens vont commencer à venir acheter des propriétés. Ils vont commencer à venir jouer avec la dynamite. On va Mm. avoir des trous dans tous les sens, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur du village. On va commencer à s'intéresser de plus en plus à cette église, en se disant, on sait, est-ce que cette église a peut-être une crypte, a peut-être une sortie? Et là, ça va être ce qu'on va appeler l'âge d'or des chercheurs. Donc, on est à la fin des années 1950 jusqu'à 1966-67. Là, c'est vraiment, on est uniquement sur du trésor pur et dur. Début 1962-1963, on a, moi, ce que j'appelle le Stéphane Bern de l'époque, qui s'appelait Robert Charroux, que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui était notamment président du Club des chercheurs de France, qui était connu à l'époque pour suivre toutes les histoires fantastiques de piraterie, de trésors, toutes ces choses-là. Il entend parler de cette histoire, et c'est lui qui va écrire le premier chapitre dans un bouquin qui s'appelle Les Trésors du Monde, et il va consacrer un chapitre sur l'histoire de la Bessonnière qui aurait découvert peut-être le trésor de Blanche de Castille. Donc là, on a vraiment le premier écho national sur cette histoire. Donc là, on a des gens vraiment de l'extérieur qui commencent à arriver. Et là, on pourrait passer des heures vraiment à raconter des anecdotes que les anciens nous ont racontées, entre les gens qui se piégeaient, qui glissaient des faux documents dans les tunnels, la nuit qui allait reboucher les trous, qui se refilaient de la dynamite, enfin des histoires, mais totalement farfelues. Mais encore une fois, on est uniquement sur on va dire, sur quelque chose de très horaire. Et le virage vraiment à 360 degrés que va prendre cette histoire, c'est 1967. C'est l'apparition d'un bouquin qui aujourd'hui est considéré un petit peu comme la Bible, le Graal des chercheurs de Rennes-le-Château. C'est le livre de Gérard de Sède qui s'appelle L'Or de Rennes. Mm. Et là, cette histoire, elle va changer à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur une histoire de trésor. Ce livre-là, pour faire vraiment un résumé succinct, parce que ce serait très compliqué et très long d'expliquer point par point, pourquoi ce bouquin est complexe. En gros, il va expliquer que la Bessonnière n'a pas trouvé de trésor dans son église autour du village, mais qu'il aurait trouvé des documents qu'il n'aurait pas réussi à traduire et il serait monté à Paris avec ces documents pour aller dans un cénacle, on va dire, d'occultistes pour permettre de traduire ces documents. Une fois ces documents traduits, il serait passé, pour donner un exemple, au musée du Louvre et serait reparti avec 3 copies de tableaux célèbres. Et une fois qu'il serait revenu avec ces tableaux et ces documents déchiffrés au village de Rennes-le-Château, il va commencer à faire un petit peu des fouilles dans son église, autour de son église. Et à partir de ce moment-là, il va avoir, entre guillemets, comme par magie, des fonds pour pouvoir rénover entièrement son église. Donc ça, aujourd'hui, on en a la certitude, il a entièrement rénové son église de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est il a refait les murs, il a refait le sol, il a tout repeint, il a remis des statuaires, il a refait les rosaces, il a refait les vitres, il a vraiment tout refait. L'église qu'on voit aujourd'hui, c'est du 100% à Bessonnière. Il n'y a plus rien de postérieur à la Bessonnière. C'est vraiment lui qui l'a refait entièrement. Et une fois qu'il a refait... Oui, pardon? Avec ses propres fonds, entre autres. Et c'est là, en gros, c'est le nœud du problème. C'est de savoir quels vont être vraiment les fonds qui lui ont permis de pouvoir tout rénover. Et on va dire que c'est là où tous les chercheurs se battent parce que personne n'est d'accord avec les hypothèses. Et c'est à partir donc de ce livre de Gérard de Sède qu'on ne part plus sur quelque chose de très horreur, mais sur quelque chose d'occulte. On va dire de l'occultisme et je sais plus le mot, je vais pas le dire parce que je vais dire le mauvais mot. Et à partir de ce livre de Gérard de Sède, donc les gens ils vont arrêter un petit peu de fouiller autour de Rennes-le-Château et ils vont commencer à partir sur un village qui est juste à côté qui s'appelle Rennes-les-Bains. Pour faire un résumé, dans les livres de Gérard de Sède, tous les éléments qu'il apporte dans les hypothétiques trouvailles de la Bessonnière sont tous corrélés au village de Rennes-les-Bains. Encore une fois, ça serait très long et il y a des personnes qui font beaucoup mieux que moi, mais en gros, l'or de Rennes,
ne vous amène pas à Rennes-le-Château, il vous amène à Rennes-les-Bains. Pour ceux qui ne connaissent pas Rennes-les-Bains, c'est un tout petit village qui se trouve à 3 km de Rennes-le-Château. C'est une station thermale. Et à l'époque de la Bessonnière, il y avait un curé qui s'appelait l'abbé Boudet. Et l'auteur Gérard de Sède nous explique dans ce bouquin que l'abbé Boudet a sorti un livre très mystérieux et moi je qualifierais de totalement farfelu, qui s'appelle La vraie langue celtique ou Le cromlech de Rennes-les-Bains. Et l'auteur nous suggère à plusieurs reprises que ce livre est codé. Et que si on arrive à trouver le codage de ce livre, ben on découvrirait en gros le grand secret de Rennes-le-Château. Mmh. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent à essayer de décoder ce livre. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille une boîte de Doliprane. Mais c'est vraiment, je crois que c'est le pire livre que j'ai pu lire de ma vie. Non, alors, pour vous expliquer, c'est 300 pages. Vous avez la première partie où il va essayer de démontrer, alors accrochez-vous, que toutes les langues du monde, absolument toutes les langues aujourd'hui du monde, proviennent de l'anglais ancien. Et il va faire 150 pages de démonstration grammaticale, orthographe, pour expliquer que tous les mots anciens proviennent d'une seule et même langue, l'anglais. C'est un truc, vous lisez ça, vous saignez du nez. C'est vraiment, c'est incompréhensible, c'est tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi. Et la deuxième partie du livre, il va en gros faire une description d'un cromlech qu'il y aurait autour du village de Rennes-les-Bains. Il expliquerait qu'il y aurait, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cromlech, c'est un ensemble de pierres levées en forme de cercle qui formerait une sorte de temple. Et il y en aurait un autour de Rennes-les-Bains qui ferait, alors je ne sais plus exactement, mais c'est en dizaines de kilomètres carrés. Ouais, Et un peu il comme les fait un druides, ou même descriptif. en Bretagne. Voilà, Pardon. c'est ça, c'est généralement en Bretagne. Mais alors, il donne l'origine de la région. Effectivement, avant, dans la région de Rennes-le-Bain, c'était celtique. Donc, c'était fort probable qu'il y ait pu y avoir des cromlechs à cette époque. Sauf qu'aujourd'hui, après des centaines de vérifications, c'était absolument pas un cromlech, puisque 80% des pierres qu'il décrit, c'est des pierres naturelles qui sont juste levées et même pas taillées. Donc en fait, et pour donner un exemple, le seul vrai menhir, il existe un menhir à 3 km de Rennes-les-Bains, il n'en parle pas dans le bouquin. Il va vous parler de roches, de tailles, de trucs qui n'ont rien à voir, mais le seul vrai menhir qui pourrait correspondre, il n'en parle pas dans le livre. Donc il y a énormément d'éléments qui font dire aux chercheurs qu'il faut vraiment gratter ce bouquin, qu'il y a quelque chose à décrypter. Moi, pour ma part, j'ai jamais tenté parce qu'il y a vraiment des gens qui passent aujourd'hui près de 40 ans et qui ont toujours rien trouvé. Donc voilà, c'est pas motivant. Ceux Et qui veulent le faire le font, mais c'est alors, compliqué. alors Yannick, est-ce que ce serait pas un peu tiré par les cheveux ce bouquin pour perdre les gens justement à pas aller chercher au bon endroit? Parce que C'est une quand hypothèse. tu dis qu'il y a un menhir qui traîne et qu'en fait il n'en parle même pas dans le bouquin, on sait quand même que que les églises souvent sont construites sur des anciens sites celtes ou druidiques ou en tout cas Entièrement. païens avec des religions païennes sous lesquelles souvent on va trouver des zones telluriques avec des croisements, etc. Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant, parce que ce qu'on connaît, pour ceux qui connaissent un peu Rennes-le-Château, c'est quand on va dans cette église, déjà, il y a une énergie qui est particulière. À côté, on a le mont Bugarache. Donc, Tout à fait. voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça a été c'est encore aujourd'hui très discuté pour les chercheurs d'ufologie, de spiritualité, des chercheurs de trésors aussi, parce qu'il y en a qui disent que sous la montagne, il se passe des choses. On a Jimmy Guilleux aussi qui suspectait parce qu'il y avait des sons qui provenaient de la montagne, qu'il y avait peut-être des tunnels et des machines dessous. C'est ça. Enfin voilà, on est quand même au niveau géographique, en tout ça, dans une zone assez mystérieuse qui réveille quand même beaucoup l'esprit au magique, etc. Et au niveau des écritures, tout ça, ce qui se passe, c'est que déjà, quand on rentre dans cette église, alors, on faut pas s'imaginer que c'est quelque chose qui est très grand. Déjà, c'est pas une grande église, c'est une église qui est, combien elle fait de mètres carrés pour toi, Yannick, toi qui y vas souvent à peu près? En Euh, mètres carrés, je dirais, parce
qu'elle est toute en longueur, c'est une Oui, transversale vraiment toute petite, en mètres carrés, je dirais, je sais pas, peut-être 35, même pas. ouais, mais c'est pas très très grand. Par contre, D'accord. dans l'architecture, tout est dense. Il y a énormément d'images, les vitraux. Quand on rentre justement, on a les quatre anges. Alors ça aussi, on a les quatre anges qui sont assez rares à voir puisque normalement, dans le catholicisme, puisque un ange a été retiré, on a donc Gabriel, non, Michael à droite. En haut, je crois que c'est Gabriel. À gauche, il y a Raphaël. Et en bas, on a l'archange Uriel. Donc, on est les quatre cardinaux. Uriel ayant été retiré, qui n'est suivi qu'aujourd'hui que par l'Église orthodoxe. Mhm. Pourtant, ça s'appelle le feu de Dieu. Et chacun montrant une direction et, et montrant aussi vers le bas avec une épitaphe, si je puis dire. Je ne sais pas si on peut dire non, avec c'est écrit par ce signe tu vaincras. Alors C'est ça. déjà, pour des gens qui sont pas du tout renseignés sur, voilà, il y a une histoire aussi derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça rendait hommage ou pas? Est-ce que, voilà, déjà, ça ouvre. Et en dessous, en fait, on a Asmodée. Enfin, on dit que c'est Asmodée, mais il ressemble à un autre diable. Enfin, on disait que physiquement, il ressemblait à un autre diable, mais tout le monde dit que c'est Asmodée, comme démon. Donc, on vainc le démon. Mhm. Mais en même temps, il y a des jeux, comme on disait, dans la structure qui est quand même assez spécifique parce que on rentre déjà. Moi, j'ai trouvé quand je suis rentrée, je parle de ça, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas revu cette église, mais je me suis dit, elle est quand même chargée. Je trouve que même au niveau des images qui sont représentatives, elles sont quand même très grandes par rapport à cette petite chapelle en fait dans laquelle on rentre. C'est, c'est juste effarant de voir ça. Il y a des anges partout, les vitraux ils sont assez exceptionnels. D'ailleurs, après quand on rentre un peu dans le détail, on comprend qu'il y a des messages aussi cachés là-dedans. Est-ce que peux nous en parler, toi, Yannick? Mais Alors, paraît-il qu'il y a un diable la statue du diable quand tu rentres dans l'église. Oui, c'est Asmodée. alors c'est ça, tout à fait. Alors en fait, quand vous rentrez directement dans l'église sur votre gauche, vous avez donc le diable, en fait, c'est le bénitier. Vous avez un diable qui est en forme semi-assis, semi à genoux, c'est un petit peu bizarre, qui porte sur sa tête donc le bénitier. Et juste au-dessus, c'est un même ensemble, en fait, c'est une seule et même statuaire. Vous avez ces fameux quatre anges, comme l'a décrit Audrey, qui font chacun, donc les trois font le signe, chacun un Je signe de crois. croix. Et celui du bas montre la flèche en indiquant le diable. Et vous avez une phrase juste en bas qui est écrite: par ce signe, tu le vaincras. Donc on peut imaginer que quand les quatre anges font le signe de croix, ben, c'est par ce signe, tu vaincras le diable qui est juste en dessous. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde l'appelle Asmodée. C'est le nom qui a été donné dans le livre de Gérard de Sède et qui Ouais, fait référence à Asmodée, le gardien du trésor du temple. Et ça, d'accord. c'est un lien qui a été fait exprès par l'auteur, on va dire, pour les besoins de son affaire. Et Mhm. effectivement, quand vous rentrez dans l'église, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans cette église. Tellement c'est Mm. chargé, en fait. C'est une toute petite église qui est énormément décorée. Je pense qu'il a malheureusement eu pas assez de place pour faire tout ce qu'il a voulu faire, et donc vous vous retrouvez dans quelque chose avec toutes les statues rapprochées, des peintures très vives, et encore aujourd'hui, malheureusement, l'église elle est en très mauvais état. Mais il faut s'imaginer à l'époque où ça venait juste d'être peint, les couleurs bleu, rose, jaune, flashy. Mm. C'était l'évêque de l'époque qui avait appelé ça une véritable bonbonnière. Donc c'était vraiment, fallait s'imaginer à l'époque, ça devait être vraiment. Et beaucoup disent, moi c'est pas vraiment mon cas, mais beaucoup de personnes disent que c'est too much. C'est vraiment quand vous rentrez dedans, vous êtes assailli par tellement qu'il y a de représentations, de décorations et de choses comme ça. Mm. C'est Et c'est presque dû rococo. à la taille de l'église qui est vraiment petite. Ouais. Ça fait penser à un truc un peu rococo. Ouais, c'est ça un petit Voilà, peu. on en met plein la vue. Voilà. Après, quand on regarde dans le détail chaque élément, chaque tableau on a, comme dans toutes les églises, hein, on a le chemin du Christ hein, qui est numéroté.
Mais alors, il est même bizarrement numéroté. Mais il est Le mis à l'envers dans Saint-Antoine, l'église, en fait. oui. Normalement, il y a Alors, certains sens qui commencent et lui, il est fait de l'autre côté. c'est ça. C'est marrant le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse, hein. On peut se demander si c'est pas codé. J'écoutais une émission que tu nous avais conseillé de regarder, dans laquelle il y a une personne qui est un artiste sur place, qui a lui déstructuré l'architecture de cette église et Mhm. qui expliquait que en fait ça n'était pas qu'une seule église, mais trois églises rassemblées, voilà, et que on avait une intérieure d'église et celle qui était juste à poser, donc une église dans l'ombre, une église en plein air, donc dans la lumière. Et alors la troisième église, j'ai pas trop compris comment il l'a située. Tu pourrais nous en parler de ça? Alors, il y a principalement, et ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est un chercheur dans les années 80, connu, très connu dans le monde des chercheurs, qui s'appelait Alain Féral. Et il C'est a ça. commencé à découvrir cette affaire, il s'est installé à Rennes-le-Château et il a décidé de tout mesurer. C'était un dessinateur, il aimait bien faire des plans, il faisait de très jolis dessins. Et pour un jour, il s'est dit, ben, je vais faire une maquette de l'église de Rennes-le-Château. Donc, il s'est mis absolument à tout mesurer au centimètre près. L'église, le domaine, la tour Magdala, les jardins, il a tout mesuré. Et quand il a fait les plans, il a été le premier à se rendre compte qu'avant de rentrer dans l'église, l'abbé Saunière avait construit un petit jardin. Vous pouvez notamment retrouver l'ancien pilier du maître-autel Visigoth, où est posée aujourd'hui la statue de la Vierge. Il y a également une croix-mission avec une plaque en souvenir de la visite épiscopale de l'évêque de Carcassonne en 1897. Il avait également fabriqué une grotte où, pendant des après-midi, il allait chercher lui-même des rochers en bas du village et il s'est construit lui-même une grotte avec un banc et tout un ensemble. Et en fait, la structure de ce jardin-là est exactement au centimètre près les mensurations de l'église. Et l'endroit où il a posé le pilier, c'est exactement au centimètre près l'endroit où il y a le confessionnal à l'intérieur de l'église. Et pareil Mmh. pour la croix-mission, elle est exactement posée au centimètre près, là où serait posé l'autel. Et donc, si Mmh. vous prenez, il faut imaginer de prendre le plan sur papier de l'église et du jardin, vous rentrez le jardin exactement au centimètre près dans la forme de l'église. Donc, on C'est voit ça. bien que Saunière, quand il a fait sa construction, il a représenté Ouais. une deuxième église Mmh. accolée à sa première. Ensuite, la question, c'est quelle est l'interprétation de cette chose-là? Certains chercheurs vont vous dire qu'il a voulu peut-être dire ce qu'il y avait en dessous de l'église. Est-ce que c'est Mmh. la représentation de ce qui est en dessous? Est-ce que c'est une église symbolique? Est-ce que c'est voilà la représentation, on va dire le dualisme, c'est extrêmement présent dans toutes les constructions de la Bessonnière. Si vous regardez toutes ces constructions, tout est fait de façon dualiste. Le jour et la nuit, le noir et le blanc. Dans l'église, c'est Jésus contre le diable, le carreau noir et blanc, toutes les statues qui se font face à face. Le domaine, c'est un jeu d'échecs. Donc chaque tour est toujours placé en face à face. Et vous voyez ça partout. C'est dans tout le domaine de la Bessonnière, c'est fait de cette façon. Donc effectivement, une ou deux fois, ça peut être un hasard. Quand c'est répété de façon méthodique dans chacune de ces constructions, c'est qu'il y a bien un but derrière. Maintenant, Ouais, c'est reste à ça. savoir quel était réellement son but, en voulant faire ça. Bah alors, justement, tu vois, on parlait de torture cérébrale. Tu voulais dire quelque chose, Sophie? J'ai oui, oui, un curé qui se met à construire comme ça tout autour de son église de manière réfléchie, avec je ne sais quel fond, ça prête quand même à une grosse intrigue là, hein. S'il aurait juste construit des choses de façon, on va dire, désordonnée en disant uniquement: «J'ai de l'argent, je construis des choses», mais plus on se rend compte qu'il y a à chaque fois une symbolique et je prends par exemple toujours l'exemple de la tour Magdala. On a retrouvé, quand on a ces brouillons, qui commencent à parler de la construction de la tour, la première fois, il appelle la tour du Sud. Dans tous ces brouillons de construction, ça s'appelle la tour du Sud. Pendant la construction de la tour, il l'appelle la tour du Midi. Et c'est uniquement à la fin de la construction qu'il va changer à la fin, qu'il va l'appeler la tour Magdala. Et il y avait C'est également la Ah, tour de l'horloge. À un moment donné, il a même changé le début. Je crois que le premier document, il appelle ça la tour de l'horloge. et ça, Et c'est un jeu de mots,
L'horloge. L'horloge, ben voilà, on peut dire ça. Alors, est-ce que c'était peut-être un petit peu trop voyant et qu'il a changé ça? Mais par exemple, pourquoi Tour Magdala? Pourquoi tout est aussi la Villa Bethany? C'est un rapport avec Mm. Marie-Madeleine. Mhm. Donc là aussi, Ah, on va rentrer dans un autre champ de un peu plus ésotérique. Est-ce que, on va dire, le secret de la Bessonnière a un lien avec Marie-Madeleine? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. mhm. Et puis en plus, ce qui est très étonnant, c'est que normalement, en tant que curé, il a fait vœu de pauvreté. Et en fait, on voit toute cette richesse qui est étalée. Voilà, on s'est demandé, parce que bon, après recherche, on s'est rendu compte qu'il faisait aussi des messes, comment dire, qui étaient comment on appelait ça déjà, les Du trafic messes, de messe, on appelle ça. trafic de messes, c'est Ouais. ça. Donc il y a eu un livre de comptes qui a été retrouvé, tout ça, mais ça n'explique pas les montants qu'il a pu dépenser pour construire cette église. Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, effectivement, c'est quand tu expliques la dualité et ce jeu d'échiquier. Quelque part, tu sais, comme si on allait, voilà, les gars, je joue aux échecs, vous allez bien vous prendre la tête, vous allez avoir connaître l'étoile du berger, est-ce que vous voulez comme coup? Moi, j'ai le mien et c'est comme ça. Alors, celui qui sera bon, peut-être, il va peut-être deviner ce qui se passe, parce que finalement, on ne sait même pas ce qu'on cherche, quoi, hein. Alors, on avait parlé d'élixir de vie, on a parlé de parchemins précieux, on a parlé du trésor de la reine de Castille, on a parlé, enfin, il y a tellement de choses en fait, et en plus, il y a eu les Cathares qui ont traversé quand même ce domaine, puisqu'on on se rapproche quand même de l'Espagne. Tout à fait. Donc, il y a tous ces pays cathares, tout ça, avec, bah, eux, ils se baladaient. Alors, d'ailleurs, c'était les premiers à avoir eu comment on appelle ça, des bons porteurs. Ils avaient Mhm. c'est les premières banques, hein, donc voilà. Alors, est-ce qu'ils n'avaient pas justement des sortes de bons porteurs qui, bah, alors peut-être que ça résiste pas autant non plus parce que c'est du papier, on ne sait même pas comment c'était représenté, mais en tout cas, ça a dérangé quand même pas mal les rois qui n'avaient pas forcément la main dessus, mais eux, par contre, ils savaient comment faire voyager la monnaie sans être trop embêtés. Voilà. Ça, c'est bien, ouais. Ouais, ouais. Alors, alors du coup, Rennes le Chat. Alors il faudrait que tu racontes quand même cette histoire avec l'abbé Saunière, parce qu'il a quand même passé toute sa vie, parce que c'est quand même l'élément déclencheur, c'est cet homme-là qui est comment dire, parachuté quand même dans un village où il y a rien, il y a Mhm. strictement rien. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a été... Peut-être qu'il a été diligenté, peut-être qu'il a été puni. On l'a dit, bah toi, tu vas aller là, tu as fait un truc qui est pas bien, on va te faire oublier dans ce coin-là. Voilà. Et ce type-là, en fait, ça reste un homme, hein, donc avec ses qualités et ses défauts. Cet homme-là, il a reconstruit un endroit qui était à l'abandon quasiment. Et quelque part, parce que la véritable histoire, elle commence vraiment après lui. Même si les gens dans les villages, ils parlent, on dit que dans les villages, tout se sait. Bon, mauvais, mais tout se sait. Donc, c'est par les petites bribes d'histoire que chacun raconte. Bon, maintenant, peut-être qu'il n'y a plus autant de témoins, bien sûr, qu'à l'époque. Puis bon, c'était très taiseux, ils se parlaient entre eux, mais les étrangers, c'était pas forcément accepté. Oh Donc, oui. il fallait tout cacher. Voilà, il faut raconter aussi il a été dans les cimetières. D'ailleurs, quand on va à Rennes-le-Château, moi, je me souviens quand j'y avais été il y a 15 ans de ça, ils avaient fermé le cimetière pour pas que les gens On peut y pas y aillent. accéder. Voilà, donc il est enterré là, donc c'est quand même fort. Et comment cette femme, Marie, je me souviens plus de son nom, pardon. Marie Desnarnaud. Euh, voilà, Deslarnau, elle a voué sa vie à ce curé, puisque les bonnes du curé, elles étaient pas forcées de rester avec le curé, hein, elles restaient là, mais voilà, donc il y a dû y avoir quelque chose quand même d'assez fort pour elle ne veuille même pas rester jusqu'à sa mort dans un endroit où voilà, sans confort vraiment. Puis elle a fini pauvre, cette femme, parce que Oh, mais elle finalement, n'avait pas d'argent. elle avait pas d'argent. Donc, si elle connaissait le secret, pourquoi elle n'a pas été? Est-ce que c'est par fidélité? Mhm. Parce qu'elle a quand même vécu bien après le décès de l'abbé Saunière. Mhm. Voilà.
Et moi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que dans cette histoire de vie, j'avais noté ça quelque part, c'est qu'au moment de sa mort, le prêtre Rivière avait été le voir. Normalement, ils font l'extrême onction avec les dernières cérémonies, entre guillemets, pour deux confessions. Et il était dit que ce prêtre Rivière était quand même quelqu'un de très chaleureux, de très vivant, etc. Et après ces révélations, en tout cas, il n'a pas voulu lui donner la confession, vraiment, ou l'absolution. Et il a fait que 2 jours après son décès. Et pour des prêtres, c'est juste exceptionnel parce qu'ils n'ont déjà pas les mêmes façons de procéder quand justement on donne l'onction au Père et quand on donne l'onction à quelqu'un qui est lambda ou un simple chrétien. D'ailleurs, là-bas, ce qu'on a oublié d'aborder aussi, c'est qu'il y avait toute la connaissance christique aussi, le côté des Juifs aussi qui étaient là-bas, qui étaient dans le coin et qui ont laissé aussi leurs traces. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, Yannick? Alors, on sait qu'historiquement, effectivement, l'exemple le plus criant, pourquoi on en parle par rapport à Rennes-le-Château, c'est par rapport à Marie-Madeleine. Euh, on a, je prends l'exemple d'un chercheur qui est très connu et qui est un petit peu sur cette thèse-là, c'est Christian Doumergue, Mm. qui, en gros, on On se salue. dit, si vraiment Marie-Madeleine est arrivée en Gaule à l'époque, après avoir a fui ses terres, est-ce que vraiment elle serait arrivée dans le sud de la France, donc comme on l'imagine à l'époque, donc Sainte-Marie de la Mer et ensuite arrivée à la Sainte-Baume? Ou est-ce qu'elle serait peut-être pas allée dans un endroit où, entre guillemets, elle serait allée autour des siens, Mm. c'est-à-dire la communauté juive. Et la communauté juive la plus grosse de l'époque dans le sud de la France, c'est Narbonne. Et Narbonne, Rennes-le-Château, en voiture, vous êtes à 45 minutes, donc vraiment dans la même région. Donc Mhm. la question était de savoir si vraiment Marie-Madeleine était persécutée par les Romains, si vraiment il fallait qu'elle se réfugie dans un endroit, est-ce que c'était pas plus logique qu'elle se soit réfugiée du côté de Narbonne plutôt que du côté du sud-est de la France, de Marseille, de ces endroits-là? Mm. Ouais, la Sainte-Baume. Et effectivement, la région de Narbonne, historiquement, a toujours été, surtout à l'époque de Gaulle, avait beaucoup de la communauté juive. Et au fil des années, il y a une communauté qui est restée dans la région. Alors, on ne sait pas jusqu'à quand exactement, mais on a un exemple frappant, c'est que quand vous allez dans l'église de Alette-les-Bains, donc Alette-les-Bains, c'est un petit village qui se trouve à 20 minutes au nord de Rennes-le-Château, juste avant d'y arriver quand vous descendez de Carcassonne. Vous avez une abbaye, vous avez l'abbaye d'Alette-les-Bains et vous avez des vitraux où vous avez l'étoile de David, mais vraiment Mm. représentée en énormissime. Pourquoi il y aurait une étoile de David sur une église catholique? Ce serait pas du tout logique. Mais par contre, dans ce cas-là, qui pourrait montrer qu'à une certaine époque, il y avait un lien évident entre l'Église catholique et la communauté juive, peut-être de l'époque, à cet endroit-là. Mm. Après, à partir de là, vous pouvez, à mon sens, on ne peut tirer que des hypothèses. On n'a pas de documents historiques, on n'a rien qui pourrait lier, par exemple, Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. Hormis le fait qu'elle soit le patronyme de l'Église, on n'a pas de documents, on n'a rien qui pourrait dire Marie-Madeleine a pu terminer dans la région. C'est ça, malheureusement, vous imaginez bien, on n'a pas ce. Mais on a, et ça, Christian Demergue l'explique très bien, par exemple, dans Le Secret dévoilé et aussi son dernier bouquin qu'il a écrit l'année dernière, Marie-Madeleine, La quête de l'âme, je crois. Et il explique très bien, et il y a énormément d'indices et de faisceaux qui vont dans ce sens-là. Et moi, personnellement, D'accord. demain, si on me dit Marie-Madeleine, effectivement, elle a terminé sa vie du côté de Rennes-le-Château ou de Rennes-les-Bains que du côté de la Sainte-Baume. Personnellement, je ne serais pas vraiment étonné. Ça ne sera pas une grande révélation pour moi, mais ça mettrait quand même un petit coup de pied dans la fourmilière historiquement. Mm. Mais personnellement, je pense que c'est improuvable et qu'à part des documents, on n'aura jamais une trace. Et puis, il s'est Hmm, passé plus de 2000 ans hein, C'est ça, et depuis. puis sans être dans la théorie du complot ou ces choses-là, mais si des personnes, on va dire, plus hautes placées sont au courant avant nous, entre guillemets, le nettoyage a été fait avant. Mm. Ouais. Connaissant l'Église catholique et ses méthodes avant, et des choses comme ça, ils n'auraient pas laissé traîner. Et comme on dit, les personnes qui étaient au courant ou qui posaient problème, comme on dit, hop, un accident aux champignons et on n'entend plus parler, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai.
Donc, Ou l'Inquisition aussi, qui a été vécue fortement aussi là-bas, hein. ah, mais Donc, l'Inquisition, les Cathares, le massacre des Cathares dans la région est encore aujourd'hui est très prégnant dans la région, dans l'identité régionale, c'est très très prégnant. Et pour mm, les personnes qui sont allées, par exemple, quand vous visitez le château de Montségur, moi là-bas, j'ai été très 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 mal à l'aise. Vous sentez une énergie là-bas qui est, enfin, je sais même pas si on peut qualifier ça d'énergie, tant c'est, j'arrive pas à trouver le mot. J'utilise souvent ce mot, mais c'est pas le bon. Moi, j'ai tendance à dire malsain. Mm. mm. Vraiment tellement qu'on peut s'imaginer ce qui s'est passé là-bas et on le ressent vraiment. Et j'ai vu des gens qui pleuraient d'un coup, qui se mettaient. Vous pouvez visiter, soi-disant, où ils auraient été brûlés, le fameux champ où ils ont tous été rassemblés. Ils ont tous été brûlés en chantant. Vous allez à cet endroit-là, mais vous êtes pris à la gorge, mais Il y il a y a quelque chose la de. mémoire, la Et Ouais. la mémoire des mémoire. Et lieux, et pourtant, je puis il y en a suis peut-être qui sont considéré encore à comme quelqu'un de nettoyer. très terre à terre. Et il y a 2 endroits en France comme ça, c'est Rennes-les-Bains et Montségur, où là-bas, je peux pas rester 10 minutes. Il y a des Mm. endroits comme ça vous prend et vous avez envie de pleurer, de vous décomposer, de dire, enfin, vous remettez tout en cause, quoi. Mm. Tellement charmé. Mm, mm. Mais c'est Ouais, c'est pas une terre qui est étonnant au point de chargée, vue hein. histoire ce qui s'est passé là-bas, oui, ce qu'ils ont subi et c'est encore très présent, étonnamment régionalement et comme je dis, dans l'identité occitane, les Cathares, c'est encore très présent. Et de plus en Mm. plus, entre guillemets, ça revient à la mode et les gens recommencent à s'intéresser à cette part de cette histoire par rapport au château, aux visites, à tout ça et franchement, c'est super bien. Au moins, ça les fait Ouais, pas ça fait oublier. revivre l'histoire. C'est ça. Ouais, je trouve ça Mais magique, moi, quelque part. Mais en même temps, tu fais revivre des mémoires. Donc, quand tu vas dans un lieu comme ça, que justement, tu vas. Alors, tout à l'heure, on parlait de ressenti, tu vois, c'est comme quand tu vas à Rennes-le-Château. Tu peux pas être indifférent au lieu, en fait. Que tu sois à l'extérieur, dedans la chapelle, etc. Tu ressens qu'il y a quand même de l'histoire là-dedans. Alors, par contre, tu vois, moi, il y a un truc qui m'avait étonnée. J'avais une amie, elle m'avait aussi emmenée à Notre-Dame de Marseille, mais qui s'écrit avec un C. ouais, Et c'est en juste fait, en après, dessous, tu fais le lien avec la Sainte-Baume. Tu dis, mais au-dessus de Marseille, il y a la Sainte-Baume. Et voilà. Alors, et tu vois, alors tout à l'heure, on parlait de cette église qui est faite. Alors, c'est comme il y a une tour, Marie-Madeleine, je crois qu'elle monte au ciel. Et oui, l'autre Oui, pardon, tour, oui, la tour Magdala, c'est ça, oui. elle tourne dans la terre. Donc, il y en a une qui va un peu comme les Bouddhas, tu sais, Tout vers à le fait, ciel et c'est vers ça. la terre. Et nous, en fait, on serait au centre. Donc, ni dans l'enfer, ni au ciel. Et en fait, c'est comme s'il y avait un lien, comment dire, spirituel, en fait, qui s'installait là. Et alors, ce que je trouve rigolo, c'est que finalement, on trouve aussi des redondances dans l'histoire qu'on raconte après dans la Bible avec les voyages de Marie de la Madeleine entre la Sainte-Baume, où on n'est pas loin de Marseille, et la redondance de cette église, d'ailleurs, où il y a une Vierge noire qui est magnifique. Alors, on dit que quand on va la voir, elle fait rien, soit elle sourit. Si elle sourit, c'est bon signe. Si on la voit pas sourire, donc en fait, c'est aussi plein de, comment dire, c'est quand même plein de traditions, voilà. Et tu veux pas être. Et c'est vrai que là-bas, je crois que soit on adore, soit on déteste. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose de fort. Et ce qui s'est passé pendant l'Inquisition, c'était tellement terrible parce que les étrangers n'étaient pas acceptés, donc on les traitait de sorciers, on voulait pas qu'ils soient là. Et puis il y avait quand même un grand lien entre l'Espagne et la France avec la guerre, les guerres espagnoles avec la guerre, parce que le royaume des France était très lié. Donc forcément, bah, les Espagnols se retrouvaient en France et vice-versa. Et donc, souvent, on n'était pas acceptés, on les accusait de sorcellerie, on les torturait jusqu'à ce qu'ils avouent. C'était horrible. D'ailleurs, on tuait aussi les gens dans les églises. Donc, ça peut peut-être Oui, aussi, dans certaines mémoires, sur certains lieux, ça peut expliquer beaucoup de choses. Voilà, parce qu'on réagit à ces fréquences-là. Mais, euh, mais voilà, après, ce qui est intéressant sur Rennes-le-Château, c'est quand même cette structure, cette histoire, le fait qu'aujourd'hui, on continue de chercher, voilà, peu importe ce qui a été écrit, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. Et voilà. Et toi, ça te motive donc depuis 15 ans à aller sur place, et tu apprends toujours des choses quand tu y vas, ou comment ah ça mais se passe? tout le temps,
Moi, la première fois que j'entends parler de cette histoire, j'ai 10 ans. Je tombe sur une vidéo totalement par hasard chez un ami où je vois un monsieur tout petit avec des grosses lunettes fumées, carrées, avec un accent très fort qui roule les airs et qui nous parle de parchemins secrets, de races fabuleuses, peut-être d'extraterrestres, d'une personne qui aurait trouvé un trésor. Et j'ai toujours gardé cette image en tête en me disant, mais enfin, cette histoire m'a toujours parlé. J'ai lu le Da Vinci Code à 16 ans, je me dis, ouah, ce bouquin, il est trop bien, je vais commencer à m'intéresser dessus. Et quand je m'intéresse aux hypothèses du Da Vinci Code, je dis, mais, putain, mais j'ai déjà entendu parler de cette histoire, en fait. Je commence à faire le lien petit à petit. Et c'est en commençant à faire des recherches sur le Da Vinci Code, je dis, mais l'histoire de Rennes le Château, mais je le connais. Nanana, je suis allé rechercher la vidéo. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que j'avais vu la vidéo de Jimmy Gueux, qui était Rennes le Château, demain, l'héritage révélé. Et là, j'ai fait, mais ça me parle, c'est là-dedans. Et donc, à partir des années 2009-2010, j'ai commencé mes propres recherches sur le sujet. Et comme je dis souvent, le point commun qui est entre tous les chercheurs qui s'intéressent à cette affaire, c'est qu'on rentre tous dans ce mystère par la belle histoire. Que ce soit les premiers chercheurs avec l'or de Rennes ou les dernières générations dont je fais partie par le Da Vinci Code, on arrive dans ce mystère par la belle histoire, par des parchemins secrets, par une société secrète, par quelque chose. Et ensuite, à partir de cette histoire-là, ben, on va tous prendre des directions différentes, suivant les recherches qu'on va vouloir faire. Et c'est vrai que moi, petit à petit, aujourd'hui, je m'en cache moi, pendant 5 ou 6 ans, je faisais des recherches sur cartographie, je faisais des traits sur toutes les cartes. J'allais dans les endroits, j'allais chercher toutes les pierres gravées. J'allais au musée du Louvre pour aller faire tous les tableaux des grands maîtres, voir si on trouvait pas un petit indice sur Rennes le Château, comme tous les chercheurs, on a tous fait ça. Et puis au bout d'un moment, on accumule tellement d'informations et de choses contraires que j'ai dit stop, j'ai dit, mais en fait, il y a un problème dans cette histoire. Et moi, là, je vous parle juste de mon cas personnel. Moi, c'est il y a 5 ou 6 ans, ça m'a fait tilt un jour. J'ai dit, mais attends, mais Yannick, pose-toi, réfléchis, tu vas pas y arriver, il y a un problème dans ce que tu fais. Et le problème que moi je décris, c'est comment d'une même histoire, donc l'histoire de la Bessonnière, son histoire, qu'est-ce qu'il a fait à Rennes-le-Château, on peut arriver à des hypothèses tellement diverses et tellement éloignées les unes des autres. Et la question, j'ai mis très longtemps à la répondre alors qu'elle était vraiment toute simple. Mais le problème de base, c'est l'histoire de la Bessonnière en elle-même. Et je me suis en fait rendu compte qu'au fil des années, ben, tout ce qu'on racontait sur ce qu'aurait pu faire la Bessonnière à Rennes-le-Château était soit improuvable, Mmh. soit totalement inventé, ou partiellement des témoignages oraux, donc invérifiables. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, ben stop. Si on veut résoudre l'affaire de Rennes-le-Château, à mon sens, il faut reprendre l'histoire de la Bessonnière de A à Z et tenter, avec les peu de, j'ai envie de dire les peu, mais tous les documents qu'on a lui appartenant et tout ce qu'on peut vérifier, ben, de retenter de refaire l'histoire à l'envers. Et à partir de ces éléments-là, c'est le seul moyen de réussir vraiment, un jour, peut-être, de tenter de résoudre cette affaire. Mais là où vous rentrez dans quelque chose, moi, qui me passionne, c'est-à-dire c'est lire les archives municipales, c'est lire les conseils municipaux, c'est lire des documents de 1600, 1700, 1800, refaire tous les morts du village de Rennes-le-Château pendant 3 siècles, refaire toutes les visites épiscopales, tous les trucs qui sont vraiment, entre guillemets, pardon pour le truc, mais chiants à faire, mais qui sont obligatoires si vous voulez un jour résoudre cette affaire. Et aujourd'hui, depuis 5-6 ans que je fais ça, beh, j'ai pour ma part une vision totalement différente de ce que je pouvais avoir il y a 10 ans quand je suis rentré dans cette affaire. Normal, oui. C'est entre guillemets moins, j'ai perdu un petit peu de magie dans l'histoire, mais ça m'a fait comprendre énormément de choses et ça vous fait ouvrir énormément de portes. Comme je dis aux gens, quand vous rentrez dans cette histoire, vous inquiétez pas, vous allez pas vous ennuyer. Même si vous allez résoudre l'affaire de la Bessonnière, vous avez ouvert tellement de portes à côté que vous êtes parti pour 2 siècles de recherche personnelle. Vous avez ouvert les Templiers, les Cathares, le prieuré de Sion, l'occultisme, Paul Lecourt, Atlantide. Et je m'arrête qu'à ça. Juste ça, si vous travaillez sur la Bessonnière ou les Templiers, vous en avez pour 3 générations de recherche. Mais Mmh. c'est ce qui fait la beauté de Rennes-le-Château. Et pour finir sur ce truc-là, la grande difficulté, entre guillemets, la grande magie qu'il y a dans cette affaire, c'est qu'au fil des années, comme tu disais Audrey, c'est qu'on est dans une région qui est historiquement très chargée.
On a énormément de choses qui se sont passées dans cette région. Et quand vous faites tous les petits villages qu'il y a autour de Rennes-le-Château, vous avez également plein de petits mystères dans chacun des petits villages. Vous avez vraiment des choses bizarres qui se sont passées autour de ces villages-là. Et au fur et à mesure, en fait, on a aggloméré tous ces mystères-là au problème de la Bessonnière. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner dans un village à côté, ben, c'est forcément par Mm. rapport à la Bessonnière. Si on a trouvé des pièces d'or quelque part dans un lac en même temps que la Bessonnière, ben, c'est l'histoire de la Bessonnière. Et donc, vous arrivez aujourd'hui en 2025 avec une affaire de la Bessonnière qui est... Enfin, moi, je plains vraiment la personne qui ne connaît pas l'histoire et qui veut aujourd'hui s'intéresser et faire ses recherches. Mais par quel bout vous le prenez, en fait? C'est ça le truc. Par quel côté tu vas commencer à étudier cette histoire? Et cette histoire, entre guillemets, rend fou et a rendu fou énormément de gens. Là, on parle sur le côté un peu moins drôle. Il y a vraiment des gens qui ont tout perdu dans cette histoire, qui ont divorcé, qui ont perdu femme et enfants, qui ont mis toute leur économie là-dedans, qui ont fait des années de recherche, qui ont toutes leurs vacances qui descendaient à Rennes-le-Château pour aller creuser, pour aller tenter de trouver quelque chose, qui se sont installés dans la région, qui sont morts avec 0 centime dans les poches. Et même des gens qui ont complètement débloqué psychologiquement, qui se sont pris pour le Christ cosmique, pour des messies, pour... Ben, si vous Sylvain avez par Durif. exemple Sylvain Durif qui est dans la région, c'est pas totalement par hasard. C'est que cette région attire quelque chose parce qu'il y a une énergie, il y a quelque chose là-dedans. Mais Sylvain Durif, on va dire, c'est la mascotte. C'est le côté Je marrant. Quand dis, vous baladez là-bas, vous le croisez en train de faire du stop, vous vous arrêtez, vous discutez avec lui. Et j'ai discuté 2 fois avec cette personne. Mais enfin, entre guillemets, il sait ce qu'il fait. Voilà, il est pas du tout bête, il est pas complètement allumé, il mène sa petite barque, il est loin d'être bête. Mais voilà, il est super marrant. S'il nous écoute, Sylvain Durif, Chris Cosmique. Mais voilà, c'est cette région qui est vraiment fabuleuse en termes d'énergie. Il fait partie du folklore, quoi, oui. Donc, on peut vraiment, c'est pour ça que je dis aux gens de faire attention quand on rentre là-dedans. Il faut quand même se mettre quelques barrières, entre guillemets, et savoir où on va, parce que vraiment, on peut malheureusement partir très, très loin. Et l'histoire nous a montré que, on va dire, quelques histoires annexes qui malheureusement découlaient de Rennes-le-Château ont amené à des choses vraiment sordides ouais, je préfère pas en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment horrible, quoi. Donc, il faut vraiment c'est la faire quête de attention. l'or, c'est la quête des orpailleurs, hein. Il y en a qui se sont suicidés, ils se sont entretués pour un bout d'or. Ben Pour là, de c'est l'or. exactement la même. Ça réveille des instincts terribles parce que, alors, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur un peu une conclusion. Alors, Sophie, tu avais des choses à dire peut-être? Non, je te laisse parce qu'il a développé effectivement, là où je voulais en venir. Vas-y. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand tu vas là-bas, que tu sois en quête spirituelle, que tu sois pragmatique, un chercheur généalogiste, que tu sois un chercheur d'histoire, en fait, il y en a pour tous les goûts. Même quand tu vas dans cet endroit-là, puisque tu vois que la structure, c'est un jeu d'échecs, que, en fait, pour moi, en fait, il y a toute l'humanité qui est représentée là, dans le plus beau et dans le plus mauvais. Voilà, c'est ce Exactement. que je voulais Je- dire. Voilà. Après, il faut être curieux et puis rester ça en soi et peut-être s'écouter intérieurement quand on va dans des endroits comme ça. Vas-y, Oh, oui. Sophie, pardon. Non, on l'a compris, quoi. Il y a plus de, il y a 1000 intrigues autour de ce trésor de l'abbé. Donc, qui n'aime pas les intrigues? Voilà, ça intéresse tout le monde. Je pense que si on commence à se plonger là-dedans, tu vois, j'espère que l'interview, ça va permettre aux gens d'être un peu curieux, d'aller sur ta chaîne déjà, où tu expliques super bien avec tes épisodes qui sont pas trop longs, de manière à ce que, tiens, je fais un break, je reprendrai demain soir. Voilà, déjà de faire ce premier pas-là. Et puis, on apprend des choses qu'on savait pas avec toi. Donc, tu es vraiment un passionné passionnant. Donc, C'est très gentil, merci beaucoup. non, mais c'est vrai. Donc, on est bien contente de t'avoir toutes les deux avec Audrey. Et c'est vrai que si vous voulez aller approfondir un petit peu le sujet, je pense que Yannick se fera un petit plaisir sous ses vidéos de commenter, de revenir vers vous. Avec grand plaisir. Mm. Mm. Et puis, il ne faut pas oublier que si vous voulez rencontrer Yannick, il fait une conférence sur place.
à Rennes-le-Château. Donc, ça se passera le 12 juillet prochain. Oui, Donc, ça sera l'occasion justement d'aller expérimenter le lieu, aller voir les petits indices dont on peut pas partager là ensemble aujourd'hui. On discute, mais on peut que survoler le sujet. Je pense que là où c'est intéressant, c'est quand c'est interactif et toi qui as plongé là-dedans, en plus, tu as été comment dire, bien accompagné, entre guillemets, et tu as été au bout. Je pense qu'on n'arrive jamais au bout des enquêtes. non. Et je pense que là, ça sera peut-être le moment de te poser les bonnes questions, de savoir les bonnes adresses aussi où il faut aller regarder parce que il y a tellement à dire, il y a tellement de détails que voilà, ça sera peut-être le moment important. Donc, ça se passera le 12 juillet à Rennes-le-Château à 16 heures, tu m'as dit, la C'est ça, conférence, il oui. me semble. Voilà, l'heure c'est 16 heures, ça restera confirmé, mais techniquement c'est 16 heures et ça se passera à la salle de la Capitelle. Donc c'est au centre de Rennes-le-Château, vous ne pourrez pas louper. Et de toute façon, tout l'été du 2 juillet jusqu'au 31 août, quasiment tous les week-ends, vous aurez 2 ou 3 conférences à chaque fois avec des auteurs super. Je pense qu'il y aura notamment Jean-Patrick Pourtel et Christian Doumergue. Et vous aurez je crois que cette année, on est 21 conférenciers. Donc, vous aurez vraiment Ah, c'est tous les beau, thèmes, de Rennes-le-Château aux ovnis, en passant par les Templiers, vous aurez vraiment tous les sujets possibles. Mm. c'est super intéressant. Eh bien, donc pour les curieux, en tout cas, merci Yannick de nous avoir ouvert Merci. cette porte dans ce pays Qatar. J'espère qu'on te retrouvera bientôt et peut-être que tu nous feras quelques révélations prochainement dans une autre émission sur Rennes-le-Château. Là, on a abordé sommairement, en tout cas, le sujet et voilà, on aura beaucoup de plaisir à te retrouver. Eh bien, c'est Merci avec à grand tous. plaisir. Voilà, je laisse la parole à Sophie et Yannick. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Moi, juste un dernier mot pour vous remercier de nous avoir suivis et pour remercier surtout Yannick d'avoir accepté notre invitation. Merci Et à Merci vous. Yannick. je te laisse le petit mot de la fin, Yannick. Eh bien, je vous remercie vraiment pour cette invitation. Je vous souhaite que du bonheur pour la suite de la chaîne. Et puis voilà, aux gens qui sont passionnés, qui veulent en savoir un petit peu plus, ben, venez dans la région de Rennes-le-Château. Vous pouvez trouver plein d'informations. Vous allez sur YouTube, vous tapez Rennes-le-Château, vous avez des milliers de vidéos, il y en aura pour tout le monde. Et venez découvrir ce mystère. Et comme je dis, même si vous n'êtes pas intéressé par ce mystère, découvrez la région, c'est une des plus belles régions de France, tout simplement. Mm. Et c'est un super conteur. Yannick, tu as un super conteur, tu as une voix calme, posée. On absorbe tes mots. Eh ben, c'est Et très vraiment, gentil. Merci pour le compliment. c'est un super conteur pour la petite histoire. Donc, voilà, c'était fluide, tu as raconté ça, mais buvez tes mots. Donc, écoute, que du plus sur ton chemin aussi, toi, sur la chaîne des chercheurs, qu'on suivra comme d'habitude, avec grande attention. Eh ben, c'est très gentil, c'est réciproque. Merci beaucoup les filles. Allez, Salut, merci beaucoup. salut tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.